Bonjour chers amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Missing 411, épisode 17. Alors aujourd'hui, nous continuons la réunion entre Missing 411 et Sasquatch, ce qui est très révélateur dans le titre. Donc encore une fois, bienvenue dans ce nouvel épisode de Missing 411. C'est toujours la même excitation que j'ai à chaque fois de vous retrouver pour un nouvel épisode avec cette continuité de convergence dans le contexte du phénomène Missing 411 entre UFO et Sasquatch que nous avions commencé à aborder dans l'épisode 16. En effet, la convergence entre les aspects définis comme UFO, UAP et Bigfoot Sasquatch, en fait, comme je le disais dans l'épisode 16, n'a jamais vraiment été faite sous la direction de David Paulides. Et ce, malgré le fait que David Paulides, comme je l'avais annoncé dans l'épisode 16, a travaillé sur les aspects Missing 411 et Sasquatch quasiment au même moment. Ainsi, dans cet épisode assez unique aujourd'hui, nous continuerons malgré David Paulides et malgré tout cette convergence que je trouve en effet nécessaire et justifiée par les différents éléments que nous avons relevés depuis le commencement de l'approche Sasquatch et les différentes liaisons relevées dans certains cas Missing 411. Notamment l'électromagnétisme qui est omniprésent au sein de Missing 411, Portlock, Alaska et Skinwalker Ranch. Mais aussi dans des cas qui semblent indiquer que le Bigfoot aurait joué un rôle dans certaines disparitions, comme nous l'avons vu dans l'épisode 16 et que nous le verrons encore aujourd'hui. Puis, il y a un autre aspect. Il y a le côté spirituel qui pourrait qui pour moi a un rôle prépondérant dont nous aborderons certaines facettes aujourd'hui, avant que je ne produise une analyse du monde spirituel, partie 2, et ainsi tenter de pointer du doigt les ramifications avec le phénomène Missing 411. Donc ça va être, on va dire, une analyse spirituelle qui va commencer aujourd'hui sur le phénomène et que nous allons extrapoler dans l'analyse du monde spirituel que je réaliserai la semaine prochaine. Okay. Donc la semaine prochaine sera plutôt en fin de semaine, parce qu'il y a beaucoup de recherches à faire. J'ai déjà commencé, mais il me manque encore certains aspects que je dois encore aborder. Okay. Donc malgré l'approche unique de cet épisode d'aujourd'hui, avec des aspects Missing 411 UFO, UAP ou OVNI en français, Sasquatch, mais également spirituel, nous conserverons les bonnes habitudes que nous avons prises, notamment avec un préambule. Nous aurons différentes parties. Et puis notamment, nous avons connu des échanges relativement riches, des commentaires suite à nos derniers épisodes dans différentes sections de notre chaîne. Okay. Donc, nous aurons un gros préambule rempli de nouvelles informations. Donc aujourd'hui, un préambule bien chargé comme d'habitude. Partie 1, nous faisons un retour conséquent sur vos commentaires comme d'habitude, notamment sur Missing 411 épisode 16, ainsi que sur l'épisode de Sciences et Technologies sur l'intelligence artificielle. Et nous allons aussi aborder vos commentaires sur la vallée des hommes sans tête, épisode 1. En partie 2, nous nous appuierons sur une interview fascinante entre David Paulides et Ella Marzulli. Donc, Ella Marzulli, donc je dis avec la prononciation en anglais, mais c'est Ella Marzulli, sur une analyse en profondeur sur la possible identité du Bigfoot ou Sasquatch. Nous regarderons également le trailer du nouveau documentaire de David Paulides, qui n'est pas concernant Missing 411, mais sans le dire, il fait une convergence entre Missing 411 et Sasquatch dans un nouveau documentaire qui s'appelle American Sasquatch. Okay. Puis naturellement, comme d'habitude, nous couvrirons 3 ou 4 cas du jour, et qui sera dans la teneur des aspects spirituels dont je parlais donc précédemment. Chers amis, donc comme vous le voyez, nous avons encore beaucoup de choses à couvrir. Donc, suivez-moi alors que nous plongeons toujours encore plus profondément dans les mystères et les complexités du phénomène Missing 411 et ses étranges disparitions liées au Sasquatch, aux ovnis, UAP ou ovnis, mais également les aspects spirituels. Générique.
Alors, chers amis, nous attaquons maintenant la partie 1 du préambule. Et nous allons commencer avec la revue des commentaires Missing 411, épisode 16. Alors, nous allons commencer tout de suite avec Brume 2019, qui est une habituée. Bonjour Luc, encore un super épisode sur notre monde mystérieux. Chaque cas est édifiant. Celui de Dennis Martin m'interpelle. Imaginons qu'il ait été enlevé par un Sasquatch. Comment cela aurait-il eu lieu? L'enfant est caché derrière un buisson, surveillé par les adultes. Peut-être le Sasquatch serait-il invisible? Est-il si rapide qu'il en deviendrait invisible? Ou alors c'est bien une entité, j'imagine, spirituelle, parce que le mot spirituel n'y est pas, mais je le rajoute. La découverte du Dr Melba Ketchum sur l'ADN hybride majoritairement humain est incroyable, bien que théorique. Cela montre que l'ADN reste à explorer. La youtubeuse Iam Mazikin a dit que les aborigènes australiens ont l'ADN d'une espèce inconnue. En 2016, les chercheurs de Harvard ont trouvé que les aborigènes australiens ont des marqueurs génétiques d'une forme humaine inconnue, le maillon manquant. En avez-vous entendu parler? Alors bonjour Brume, comment allez-vous? Merci beaucoup pour votre commentaire qui est très intéressant et large. Alors le cas de Dennis Martin, moi je le relate tel que je le connais. Mais je ne crois pas que le père ait été si attentif que cela. Je pense que il a manqué d'attention, était en train de discuter peut-être avec le père de l'autre enfant, ce qui fait qu'il était un peu moins attentif et que l'enfant a peut-être été enlevé dans ces conditions-là. Alors les questions d'invisibilité du Sasquatch, il y a pas mal de commentaires ou de témoignages qui parlent de cela. Donc j'en parlerai un peu plus dans l'interview entre David Paulides et L.M. Marzulli. Les résultats du Dr Melba Ketchum ne sont plus une théorie par contre. Ce sont bien des résultats avec des analyses sérieuses qui ont été réalisées non pas seulement avec le Dr Melba Ketchum, mais avec d'autres scientifiques qui ont apporté leur contribution. Donc elle a fait des analyses sur les échantillons qui peuvent être discutés, mais les résultats mitochondriaux, donc qui touchent à la mère, ou les résultats nucléaires qui touchent à la partie paternelle, ont bien prouvé des résultats alignant le Sasquatch à un être humain hybride, donc humain de par la mère et hybride vers une autre branche de l'humanité ou un père inconnu, donc du côté paternel. Oui, j'avais entendu parler de cela, comme quoi les aborigènes ne seraient aussi des humains hybrides et ne seraient pas les seuls. Les Indiens Hopi, qui se trouvent aux États-Unis, auraient aussi un ADN humain, mais hybride, avec une relation paternelle inconnue. Toutefois, il est prouvé que la race humaine remonterait à un être unique. Donc, au commencement, il n'y en avait qu'un seul. Donc, ce qui donnerait du poids à la théorie Adam et Ève, qui est relatée dans la Bible et dans les religions monothéistes. Alors, le chaînon manquant, un croisement avec des êtres venus d'ailleurs, c'est impossible à dire. En fait, de mon point de vue, je ne crois pas au chaînon manquant, mais plus à une série de croisements qui arrivent jusqu'à nous, mais les changements sont si brutaux que beaucoup pensent qu'il y a eu une modification génétique de l'homme, qui peut être à la fois, comme certains l'affirment, spirituelle ou autre. Maintenant, Thierry Carton, après plusieurs écoutes depuis ce matin, sur l'épisode 16, permets-moi de te dire, Luc, que c'est ta meilleure publication sur le sujet. L'interview que tu as reprise en français avec le Park Ranger Carl P. m'interpelle beaucoup. Étant moi-même un membre des forces de police en Belgique depuis de nombreuses années. Il existe une fraternité, une compréhension mutuelle innée dans les métiers d'officier de police ou d'officier de la loi, peu importe le pays et peu importe le continent. Ton développement sur le sujet dépasse largement tout ce que nous pouvons trouver sur les réseaux sociaux. Merci. Et si un jour tu devais atterrir à Bruxelles en Belgique, ce sera un plaisir de te servir de guide. Alors Thierry, je suis très honoré de ce que vous dites et puis pour l'invitation qui me touche énormément. Et naturellement, comme je l'ai dit sur le chat de YouTube, on pourrait faire un regroupement avec différentes personnes qui souhaitent qu'on passe un moment ensemble devant un plateau de frites, ce serait vraiment sympa. Voyons ce que 2026 nous amène, mais cela me ferait énormément plaisir. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur épisode, pour être honnête avec toi. Je crois que j'essaye à chaque fois d'aborder soit un nouvel angle, soit d'approfondir certains aspects abordés dans des épisodes précédents. Je vous laisse, en tout cas tous, le juge de cela. Mais pour moi, j'ai quand même une préférence pour l'épisode 9.
Ok, mon fils aussi ne suit pas ma chaîne de manière constante, mais il regarde quelques épisodes parfois, surtout les épisodes où je parle de science, pour avoir son avis, parce que mon fils est également un étudiant en sciences et en physique, et donc il est très intéressé par ces sujets, donc voilà. Donc du point de vue de mon fils, il aime beaucoup les épisodes 8 et 9, qui sont ses préférés pour l'instant. Alors, Purgatoire à venir. Alors, Purgatoire à venir maintenant, qui est une nouvelle venue, mais qui a des commentaires très intéressants. Je vous demanderai juste à tous et à toutes de vous respecter les uns les autres. Quand vous faites des commentaires, ne soyez pas abrupt ni méchant, ça ne sert à rien. Donnez votre point de vue et échangez avec simplicité et respect. Ok ? Donc, Purgatoire à venir partage avec nous que Géraldine Larguet, retrouvée plus d'1 an après sa disparition, en sortant du sentier pour ses besoins, on va dire, biologiques. Lionel Carny a traité cette disparition. Elle a écrit dans son journal de trajet qu'elle s'était perdue. Et puis, il y a 3 ans, j'ai vu un Américain mettre en garde contre le business de Missing 411, affirmant qu'il en tirait profit. Il a mentionné des disparitions résolues, comme celle d'un chasseur retrouvé après 33 ans. Il n'y avait ni tueur en série, ni Sasquatch, ni extraterrestre, ni loup-garou, juste de la malchance. Il a refusé de faire une émission avec toi. Pourquoi ? Il te l'a dit. Tu as compris ou pas ? En somme, cessez de croire au conte de fées, car dans la nature, on peut réaliser la dangerosité de la nature. Vous qui êtes des citadins, manquez de connaître le monde non urbanisé. Donc, en réponse, moi je dirais simplement que, effectivement, concernant Géraldine Larguet, elle fut retrouvée 1 ou 2 ans après. Dans mon épisode, j'ai dit qu'elle avait disparu, mais pas qu'on avait retrouvé son corps. Donc je suis passé sur ça très rapidement. Mais effectivement, elle semble être morte de faim. Parce qu'elle s'était perdue, ce qui semble très étrange, parce que c'était une personne qui connaissait très bien le coin. Maintenant, il y a beaucoup de rumeurs sur David Paulides. Il est très proche d'un de mes amis, il gagne de l'argent avec ses documentaires, c'est vrai, et sur ses livres, mais c'est lui qui finance tout ça. Il n'est financé par personne. Quand il fait ses documentaires, il finance ça quasiment à 100%. Livres, pareil. Donc il ne le fait pas pour l'argent. Moi, je peux vous affirmer, je ne suis pas un ami de David Paulides. Nous avons un ami en commun. Mon ami avec lequel je suis très proche connaît très très bien David Paulides. Il le connaît vraiment très très bien. Je ne peux pas donner plus de détails. Mais des amis en commun m'ont confirmé que ce qu'il fait, il le fait uniquement pour laisser sa trace dans l'histoire, mais également pour donner une voix aux familles des victimes. Moi, les gens qui affirment beaucoup de choses sur David Paulides parce qu'ils ne le connaissent pas, et pour moi, on essaie de faire taire son travail. On essaie de dénigrer son travail. Parce que je pense qu'il a trouvé quelque chose qui semble être gênant pour les forces de l'ordre, pour l'organisation politique ou que sais-je. Je pense que c'est une conspiration qu'on cherche à le faire taire. C'est ça la vérité. Alors, là aussi, une vérité, c'est qu'il ne veut pas faire d'interview avec moi parce que il a besoin de financer son travail. Et quand vous avez une collaboration entre 2 youtubeurs, les gens partagent leurs revenus. Ok ? Donc il faut comprendre que moi je ne fais pas de revenus et David Paulides le sait. Moi je lui ai dit, je ne fais pas ça pour l'argent. Moi c'est un outil de partage. Donc pour moi je ne cherche pas à faire de l'argent. Donc pour lui, ce que je fais est intéressant. Il aime beaucoup ce que je fais, mais malheureusement il se dit vu qu'il fait pas ça pour l'argent, qu'est-ce que moi je peux en retirer pour mes projets ? Rien. Donc voilà pourquoi. Maintenant Aymin 9234 qui est une habituée, qui dit « Salut à tous » et à Luc. En ce qui concerne la religion, nous avons la laïcité. Non pas que l'idée soit mauvaise, mais vouloir légiférer sur les religions permet à chacun de donner son avis sur la pratique religieuse. Ce système laïque est typiquement français, ce qui est vrai. Se déchirer sur le sujet empêche de voir les vrais problèmes de notre société. Les mainstream et la France plus divisées que jamais. Le communautarisme nous pousse à choisir un camp et à nous catégoriser dans une religion, une politique ou une idéologie. Ceux qui refusent cela, quelle que soit la religion, sont exclus de notre société. Une fois de plus, nos politiciens divisent pour mieux régner. Nous détournons ainsi de leurs propres actions. Nous portons un jugement sur ceux qui ont des opinions différentes des nôtres. Alors, votre réflexion est pour moi fascinante. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. De mon point de vue, quand je prends exemple sur Jean-Jacques Rousseau, qui est pour moi le philosophe, un des plus grands philosophes contemporains,
qui est l'antithèse parfaite de Voltaire, mais il est pour moi au même niveau que Platon ou Socrate dans l'Antiquité. Dans les Confessions de Jean-Jacques Rousseau dit que l'homme, absorbé par ses soucis, oublie d'analyser l'origine de ses souffrances. Et comme vous le dites si bien vous-même, pensez-vous, vous tous, qu'une religion puisse résulter des problèmes sociaux dans les sociétés occidentales? N'est-ce pas simplement la présence d'une immigration trop importante? Je veux dire que ce soit au Canada ou en France, moi je l'admets volontiers. N'est-ce pas le résultat de l'incompétence et la corruption et les actions déraisonnées de nos ou vos politiciens? Pensez-vous que les migrants veulent vraiment être ici? Ils étaient en Libye, ils étaient dans différents pays du monde, en Syrie et autres. Pensez-vous qu'ils ont vraiment envie d'être en France? N'est-ce pas simplement le résultat de guerres voulues par nos dirigeants corrompus en France, au Canada, aux États-Unis ou ailleurs? Peu importe nos religions ou croyances, comme vous l'avez dit vous-même ou Thierry Carton, nous avons simplement le choix d'agir vers le bien ou vers le mal dans notre quotidien. Respecter ses collègues et ses voisins, les gens que nous croisons, traiter les autres comme nous voudrions être traités, affirmer nos convictions religieuses avec respect, tolérance et acceptation de la différence, et prendre en considération la dimension de l'autre. Pour moi, ce sont les éléments les plus importants. Okay. Ces politiciens, encore une fois, sont malveillants et incompétents. Depuis 1789, ils n'ont fait que provoquer des guerres et semer la désolation à l'étranger. Dans quel but? Y voyez-vous une forme positive? Pour moi, faire du bien ou du mal, c'est un choix spirituel. Il ne nous appartient qu'à nous de voir la vérité. Des gens comme Macron sont des gens néfastes. Des gens comme Trudeau sont des gens néfastes. Et tout le temps, ils pointent le doigt vers des gens qui n'ont rien demandé. Les gens qui sont en France ou au Canada n'ont rien demandé. On continue avec Sachi Kou. Bonjour Luc, ta chaîne mérite tellement plus de vues. J'attends toujours tes vidéos avec impatience. Ta diction et le vocabulaire utilisé est plaisant à entendre et c'est rare de nos jours. Le contenu est étudié et approfondi. Merci, continue ainsi Hélène. Bonjour Hélène et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous vous portez bien et votre famille également. Oui, le schéma des vues sur YouTube pour moi est très surfait en fait. Je crois vraiment, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, que je cherche du travail dans mon domaine, donc dans l'informatique. Donc les vidéos sont pour moi un plaisir et une échappatoire. J'espère retrouver quelque chose, j'espère retrouver un travail, mais pour moi, être youtubeur n'est pas un métier, c'est juste un outil de partage. Donc le but initial était de créer une communauté bienveillante pour avoir des échanges enrichissants par rapport au contenu que je peux réaliser. Et je suis ravi de voir que c'est le cas, de rencontrer des personnes comme vous, Aymin et bien d'autres, Thierry Carton et tout un tas d'autres. Tout ça, c'est ma récompense. Et je ne veux absolument pas être célèbre sur YouTube. Ça me convient très bien comme ça. Jean-Luc Delorme 6482, qui est un habitué maintenant, avec des commentaires toujours très intéressants, notre cher Jean-Luc. Un Français qui a une chaîne YouTube, Connexion Mystère, a pris aussi contact avec David Paulides et s'est fait rembarrer. Mais bon, beaucoup ont détourné son travail. Ceci explique peut-être cela. En tout cas, un vrai plaisir de vous retrouver pour ce sujet passionnant. Merci à vous. Merci à vous, Jean-Luc. Et nos échanges sont toujours très intéressants. Alors, moi, je le dis clairement, David Paulides, c'est quelqu'un de très bien. Moi, il a toujours été très sympa avec moi. Il n'a jamais rejeté l'idée de parler un petit peu avec moi. Après, l'idée de faire des interviews, comme je l'ai dit, moi, je ne cherche pas à monétiser. Donc, pour lui, ça n'a pas d'intérêt. Encore une fois, nous avons un ami en commun. Et mon ami, lui, est très proche. Mon ami, c'est lui qui m'a mis sur la piste de tout ça, là, Missing 411, Skinwalker Ranch, parce que lui, il travaille à Skinwalker Ranch. Et c'est lui qui a contribué à faire venir David Paulides à Skinwalker Ranch. Donc, lui croit en moi et il m'a mis en relation avec David Paulides. Mais le travail de David Paulides requiert de l'argent. Et je n'en gagne pas sur YouTube. Même avec 100 000 vues, je ne monétiserai pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je diffère de David dans ce point-là. Et ce n'est pas étonnant. Il a vécu... Effectivement, vous notez quelque chose de réel. Ce n'est pas étonnant qu'il réagisse peut-être comme ça. Il a vécu 2 drames personnel dans sa vie dans les années précédentes, ce qui n'a pas dû être facile. Je ne dirai rien de plus car c'est personnel. Moi, je lui ai adressé ma sympathie à ces moments-là, mais en effet, pour moi, encore une fois, le gouvernement essaie de le faire taire. Il pourrait bien y arriver définitivement. Moi, je pense même que le gouvernement pourrait essayer de l'éliminer parce que il en dit trop, il en sait beaucoup,
Et il a mis le doigt sur quelque chose, c'est pourquoi il y a tant de critiques autour de son travail. Et c'est un plaisir de lire vos commentaires, Jean-Luc, mais encore une fois, regardez la manière dont on critique David Paulides. On n'a même aucune preuve. On critique de manière en disant « Oh, il fait de l'argent !» avec quelqu'un qui sort de nulle part d'un coup d'un seul et qui fait 100 000, 500 000 ou 1 million de vues sur YouTube en faisant un travail médiocre. Moi, quand je regarde ça, j'ai un moment de recul et je regarde un petit peu ce qui se passe. Il y a des gens qui m'ont contacté pour venir faire une analyse sur leur chaîne à eux sur Missing 411, que ce soit en anglais ou en français. Et le point de vision, c'était de critiquer David Paulides. Je refuse catégoriquement. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et puis, de toute façon, moi, YouTube, c'est juste un outil de partage. Donc voilà. Donc, Thomaster, maintenant, qui est en réalité Omar m'a tué. Bonjour, qui est un habitué, naturellement. J'ai trouvé cet épisode particulièrement intéressant et bien traité. Ce sujet du Sasquatch est passionnant et j'espère sincèrement que l'on aura encore beaucoup d'épisodes du même style sur cette chaîne. PS, au fait, c'est bien un message du Omar m'a tué. Alors, je savais bien que c'était le cas. Maintenant, comment allez-vous, mon cher? Je vous remercie pour le commentaire. Maintenant, j'essaie de garder le même niveau de conviction et de qualité. Mais vous savez, moi, tant que les sujets m'intéressent, je m'y mets à fond. Épisode du même style, oui, ça va être le cas aujourd'hui. Et il y en aura encore d'autres, naturellement. Lad 1392, qui est maintenant devenu un habitué. Je suis allé à Namche en trek. J'ai demandé aux Sherpas qui vivent eux là-bas depuis des milliers d'années concernant le Sasquatch. Même eux disent que c'est une légende de l'homme blanc. Rien de tout ça n'existe. Alors moi je ne le pense pas. Dans les premiers épisodes sur le Sasquatch, j'ai essayé de démontrer autant que possible la dimension mythologique et historique dans diverses civilisations mondiales. En Amérique du Nord, en Amérique du Sud, Europe du Nord, Europe de l'Est, Asie mineure, Océanie, Russie et même en Afrique. Donc mon frère est actuellement au Cameroun, dans notre village où vivent des Baka, dans notre village au nord de là où nous vivons. Il y a une ethnie pygmée qui vient régulièrement. Et nous avons plusieurs fois, avec mon frère, fait des voyages avec eux en forêt. Et j'avais demandé à mon frère de leur parler de mes vidéos et du Sasquatch. Et donc il m'a répondu il y a quelques jours de cela. Mon frère a expliqué les vidéos que je faisais autour de cette entité qu'on appelle le Sasquatch. Ils ont répondu à mon frère que ils voient parfois une entité qu'ils n'appellent pas le Sasquatch, plutôt vers le nord-ouest du Cameroun, qu'ils appellent le Ganga. Alors ça s'écrit N-Ganga ou N-Koum, mais ça se prononce Ganga ou Koum. Il est très fort et grand physiquement et il évite le contact avec les humains. Tout contact avec lui est perçu comme une intrusion et peut entraîner une réaction violente immédiate. Pour eux, de leur point de vue, c'est un humain très différent de nous, mais nous avons besoin d'être ensemble. Par exemple, moi, quand j'ai passé près de 2-3 semaines avec les Pygmées, sont des gens très sociaux. Et ce Ganga semble très différent de nous. Ils nous évitent. Les Baka sont très intelligents, ils ont de bons rapports avec d'autres entités, primates, comme les gorilles, avec lesquels ils ont un lien très proche. Ils peuvent passer des semaines avec les gorilles, partager, faire des échanges et autres. Et il semble que les Gangas, par contre, soient très distants. Le chef des Baka dit à mon frère que même les gorilles, qui sont vraiment les rois de la forêt, et qui sont très puissants, si vous ne connaissez pas les codes, c'est dangereux de les approcher. Il semble craindre le Ganga. Dans les zones où se trouve cette entité, les gorilles n'y vont pas. Donc c'est pour montrer que cette entité existe dans différents coins du monde. Alors chers amis, maintenant nous allons passer aux commentaires liés à l'épisode 2 de Science et Technologie sur l'intelligence artificielle. Donc 2 commentaires, un court et un relativement long. Donc Brume 2019, bonjour. À chaque fois je reviens sur votre sujet sur l'intelligence artificielle. À chaque fois je décroche. Rien à voir avec votre travail, mais ce n'est pas pour moi. Donc de la 21e minute à 22 minutes 50 par exemple, je n'y comprends rien, même en lisant la transcription avec ce langage fait d'initiales et d'autres jargons. C'est un peu trop, mais cela peut-être ne concerne que moi. Il est vrai que c'est un sujet qui m'est précieux, pour lequel j'ai préparé un article que j'ai relâché
hier sur LinkedIn qui parle de l'intelligence artificielle et de son impact sur la société, sur l'industrie technologique, mais également sur la société civile. Et étant un spécialiste de ce domaine, je me tue à faire comprendre à quel point cette approche qui est celle de LLM, Large Language Model et Gen AI, n'est pas la bonne approche, concernant l'intelligence artificielle. Donc je me suis un peu lâché sur des termes un peu techniques et peut-être je suis allé un petit peu loin sur des explications un peu complexes. Donc pour cela, je m'en excuse. Et puis si vous voulez que je refasse peut-être un épisode en étant plus simple, je pourrais très bien faire un tout petit épisode de 10-15 minutes pour expliquer de manière très simple et en mettant peut-être en liaison mon article par exemple. Maintenant, Jean-Luc Delorme. Bonjour, je reviens sur le problème avec les musulmans en France, notamment les frères musulmans qui sont un prosélytisme important pour établir la charia en France. Donc pour ceux qui ne savent pas, la charia serait la loi islamique, ce qui pose un gros souci dans notre société. Historiquement, la France est fondée par des valeurs chrétiennes et ces individus tentent de promouvoir la charia, ce qui est problématique. J'ai 50 ans, j'ai grandi avec des amis de toute confession, mais à l'époque, le prosélytisme n'était pas aussi présent. Cela effraie les Français. Surtout après les attentats, le vivre ensemble est essentiel, malgré les divisions causées par les frères musulmans en France. Paix à tous. Et donc c'est condensé, hein, Jean-Luc. J'essaie de capturer le principe de votre approche. Et j'y ai répondu sur YouTube de manière plus importante, si vous voulez voir le commentaire de manière plus large. Mais je vais essayer de simplifier même ma réponse. Donc merci encore une fois pour votre retour, Jean-Luc. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé du contenu concernant l'intelligence artificielle. Cher ami, cher frère, ne vous excusez pas. Moi, je voulais vraiment que cet espace soit un espace d'échange, sans animosité, où chacun pourrait s'exprimer en paix et sans jugement. Très franchement, moi, je comprends votre point de vue. Et j'ai plusieurs réponse à formuler ici. Ok. Moi, dans un premier temps, je pourrais vous dire que je ne dirai pas ici quelle est ma religion, parce que c'est pas le but. Je veux pas en faire une histoire personnelle. Je veux juste partager. Maintenant, si vous voulez si certains d'entre vous, ou vous-même, Jean-Luc, voulez avoir une discussion plus importante par rapport à ces aspects-là, je peux très bien en discuter ouvertement avec vous et vous dire clairement quelle est ma religion à ce moment-là. Mais sachez que je ne prends aucun parti, que je suis un adepte de la tolérance et de l'échange. Ok. Donc pour moi, en fait, les frères musulmans représentent une organisation politique musulmane, principalement liée à des endroits précis dans le monde, Moyen-Orient, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Qatar et quelques autres pays. Mais c'est un mouvement politique qui a eu son intérêt dans les années 50-60. Aujourd'hui, c'est un mouvement qui est en déclin. Ok. Maintenant, les gens que vous voyez autour de vous, les musulmans que vous voyez autour de vous en France, vous voyez beaucoup de frères musulmans? Moi, j'ai aussi grandi en France. J'ai le même âge que vous, environ 50 ans. Beaucoup de mes amis sont musulmans. Moi, je ne vois pas de frères musulmans. Okay. Ce que je vois, ce sont des gens qui savent la chance qu'ils ont d'être en France, d'avoir pour certains grandi et être nés en France. Ils savent la chance qu'ils ont d'être là. Dans d'autres régions du monde, c'est plus difficile. Si vous étiez originaire de la Libye, par exemple, c'est très compliqué. Si vous êtes originaire de Syrie, c'est très compliqué. Mais en réalité, on peut se poser la question, qui parle des frères musulmans? Ce sont les hommes politiques, qui eux n'ont absolument rien à proposer que la division et la peur. À quel moment ils parlent de lutter contre l'inflation, rétablir une économie qui soit viable, d'avoir des hommes politiques non corrompus, qui ne prennent pas de l'argent à gauche, à droite, qui ne sont pas, au chevet d'Israël chaque seconde. Enfin, je veux dire, quand vous voyez ce qui se passe en France, c'est une honte absolue. Les hommes politiques, ce sont pas des hommes politiques, ce sont des gens achetés. Les gens du journalisme, les gens du mainstream, c'est exactement pareil. Il y a des gens corrompus à la tête de l'État depuis 1789. Si vous voulez en discuter, moi je suis prêt à en discuter. Et j'ai fait une vidéo sur l'histoire du racisme, sur la situation politique en France qui est absolument terrifiante.
Maintenant, quand une personne comme Maher Habib, qui était un député français, et qu'il rentre dans l'Assemblée nationale avec une kippa, ça ne pose aucun problème. Si quelqu'un rentre avec un signe religieux chrétien, avec une croix, ça ne pose aucun problème. Mais des dames qui ont assisté à une session de l'Assemblée nationale avec le voile, a posé tout un problème. Mais Maher Habib avec la kippa, ou un monsieur quelconque avec une croix, ne pose aucun problème. Donc ça veut dire que le problème, ce n'est pas le point de vue religieux. C'est quoi le problème? C'est quoi? En fait, quand vous regardez bien, qu'est-ce que voudraient les gens qui vivent en France? Les gens qui sont d'origine étrangère, comme moi. Moi, je suis né en France, mais je suis d'origine étrangère par ma mère. Ok? Donc, je ne suis pas blanc. Donc, ce que les gens veulent, c'est ne pas discriminer par leur couleur de peau, ne pas discriminer par leur nom et prénom, et qu'on les laisse vivre avec leur différenciation culturelle et religieuse. On admet cette différenciation religieuse et culturelle pour les chrétiens et pour les juifs, pas pour les musulmans. Donc, c'est ce que j'essaye de démontrer ici, c'est que c'est un peu exagéré quand on parle des frères musulmans ou en disant que c'est incroyable. Maintenant, la France, cette terre chrétienne, moi je suis 300% d'accord avec vous. La France était une grande et illustre nation chrétienne, qu'elle n'est plus. On a vu toutes les peines du monde que la France a eues pour accepter la différence, notamment avec la scission entre les catholiques et les protestants depuis le Concile de Trente, quand les protestants se sont déclarés. On a vu en 1572, qu'est-ce qu'il y a eu? La Saint-Barthélemy. Il y a eu après en 1598, il me semble, c'est l'édit de Nantes qui a été mis en place par Henri IV pour la permission pour tout un chacun de vivre et de pratiquer sa religion librement. Donc Louis XIV, le petit-fils d'Henri IV, qui a révoqué l'édit de Nantes en 1685. Alors que, donc, ce qui a fait que beaucoup de gens qui sont d'origine religieuse sont partis ailleurs. Que ce soit les protestants, les juifs ou les musulmans. Les protestants sont partis en Allemagne, en Hollande, en Amérique, qui deviendra après les États-Unis et le Canada. Et beaucoup de juifs sont partis dans le sud de l'Europe, donc en Espagne, au Portugal, mais beaucoup sont partis dans le Maghreb. Mais également beaucoup de musulmans sont partis. La France, il faut dire aussi que la France a continué sa séparation avec sa foi chrétienne, avec la constitution civile du clergé en 1790. Et tout ça a été accentué encore avec la 3e, la 4e et la 5e République. Donc la France s'est détournée de son christianisme. Donc moi, ce que je vois à travers ça, c'est que la bonne chose que je vois à travers l'islam, c'est l'islam devrait servir de réflexion pour les chrétiens. L'islam devrait servir de réflexion en sachant que avoir une foi importante, c'est bon. Mais étant toujours dans le partage, dans l'échange, dans l'acceptation de l'autre. Pas dans le refus de l'autre. Maintenant, je veux dire, quand on regarde le christianisme et l'islam, ce sont des religions très très proches en réalité. Ils se rejoignent à travers Jésus. Jésus est reconnu par l'islam comme étant le plus grand prophète de l'histoire de l'humanité. Du point de vue des chrétiens, il est vu comme le Messie. Du point de vue des juifs, il est vu comment? Alors en effet, dans le Talmud, Jésus est décrit comme étant en enfer et étant notamment représenté comme négativement, et l'accusant notamment d'être un sorcier, un idolâtre et une personne négative pour le peuple juif, et qu'il sera en enfer recouvert de déjection et recouvert de sperme. Dans le Talmud, c'est comme ça qu'il est vu. C'est pas moi qui le dis, hein. Regardez dans le Talmud, vous verrez ce que dit le Talmud là-dessus. Donc il y a plus de liens entre l'islam et le christianisme qu'il n'y a de lien entre le judaïsme et les deux autres religions monothéistes. Donc, ce que je veux dire par là, moi je ne pointe le doigt sur aucune religion. Mais mon cher Jean-Luc et mon frère spirituel, ça me fait mal que vous considériez que l'islam soit responsable de près ou de loin des attentats. Ce n'est pas l'islam. Dans chaque religion, il y a des fous, il y a des gens assoiffés de sang. Il faut séparer cela.
Combien de musulmans vivent en France et ne posent aucun problème? Mais vous en avez 2, c'est un problème. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'islam, ça. Quand vous avez une personne, je sais plus si c'était au Danemark ou en Suède, qui a tué 117 personnes avec une arme à feu, c'était un chrétien. Est-ce que pour autant, le christianisme, on peut targuer le christianisme étant meurtrier? D'ailleurs, on pourrait naturellement le penser avec ce qui s'est passé avec l'esclavagisme, avec la mise en place d'un commerce triangulaire basé sur l'esclavage des Noirs. On peut se poser la question à partir du moment où le catholicisme a été un élément un élément de validation pour valider l'esclavage. Donc vous voyez, dans chaque religion, on pourrait toujours pointer le doigt d'une manière ou d'une autre. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quant aux mensonges concernant les musulmans, au lieu d'écouter les mensonges de ces hommes politiques, observez leurs actions et leur double langage, qui est constant. Sur ce, mon ami, et à tous, on va continuer avec les commentaires de l'épisode 1, Nahanni Valley, donc la vallée des hommes sans tête. Alors, chers amis, c'est la couverture maintenant de la vallée des hommes sans tête, Nahanni Valley. Il y a beaucoup de commentaires sur, j'aime beaucoup la camaraderie sur la chaîne, donc on échange sur les frites, sur une possible rencontre à plusieurs en Belgique qui pourrait se faire autour d'un plat de frites. Donc on parle beaucoup de frites, on parle beaucoup de fondue, donc moi j'aime beaucoup les frites et j'aime beaucoup la fondue, donc on parle beaucoup de ça, c'est assez sympa. Et on va parler de différents éléments et puis beaucoup de questions, il y a certains commentaires qui reviennent sur les aspects de David Paulides. Donc j'ai déjà répondu dans les précédents commentaires sur d'autres épisodes, donc je n'y reviendrai pas parce que c'est un peu rébarbatif et répétitif. Mais par contre, Brume 2019 pose une question intéressante pour nous tous. Bonjour Luc, enfin l'histoire de la vallée de Nahanni, que j'attendais avec impatience. C'était très intéressant. Hâte d'écouter les 2 prochains épisodes, mais j'en ferai peut-être 3 de plus, parce qu'il y a beaucoup de matière. Je suis encore en train de débattre là-dessus. Le peuple Naha a disparu, dont leur esprit maléfique serait la cause des crimes et des événements étranges qui se passent dans cette vallée, est une légende qui m'intéresse particulièrement. Donc on va y revenir dans l'épisode 3, il me semble. Oui, étrange, c'est mort par décapitation. On ne peut pas parler d'un serial killer dit humain, car cette vallée est immense. Je ne pense pas que cette forme de tuerie se déroule encore à notre époque. Je ne serais pas surpris que des événements insolites rapportés par les témoins continuent à apparaître encore aujourd'hui. Alors, je pensais bien qu'on en parlerait ou que quelqu'un aborderait le sujet. Y a-t-il eu d'autres disparitions depuis les événements relatés dans l'épisode 1? Donc, dans l'épisode 1, on s'arrête dans la moitié du XXe siècle, vers 1950-1960. Et la réponse est oui, bien sûr. Il y a eu une estimation de près de 50 disparitions inexpliquées type Missing 411 qui ne sont pas couvertes par David Paulides et qui ont eu lieu depuis les années 50. Cependant, ce n'est qu'une estimation car j'ai parlé avec un descendant de la tribu des Dénés et il m'a affirmé qu'il y a plus de 200 disparitions inexpliquées contrairement aux chiffres communiqués par la RCMP. Donc les 50 disparitions inexpliquées, c'est la RCMP, la Royal Canadian Mounted Police, donc ou la police montée royale canadienne. En fait, la disparité entre les chiffres communiqués et les chiffres réels serait due à la volonté de cacher la vérité et d'éviter la panique. En fait, cette police fédérale a largement évolué depuis la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, elle a changé pour devenir une vraie police fédérale en 1920 environ. Et la fréquence des disparitions devenue inquiétante. En fait, la fréquence des disparitions étant devenue inquiétante, ils ont commencé à diminuer ou mentir sur les chiffres. Maintenant, y a-t-il eu d'autres décapitations? Mon contact chez les Dénés m'affirme que oui, il y a eu d'autres décapitations, car les tribus locales contribuent aux recherches
mais que cela aussi fut caché. Sinon, plus personne ne viendrait visiter ce parc magnifique, d'après lui, qui est un des plus beaux du monde. En fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il m'a dit que le parc, il est juste incroyable. Quand les gens vont là-bas, ils en sortent changés. Quand les gens vont visiter le parc, et j'ai vu des commentaires, des gens sont partis visiter le parc, qui ont donné des commentaires, qui sont allés, il s'est rien passé, hein, ils sont rentrés chez eux et autres, ils ont dit que le parc a changé leur vie. Il y a un monsieur qui a dit que il ne regardera plus jamais la nature de la même façon. Il a été dans le parc, il a dit c'est juste incroyable. Vous avez l'impression d'être dans un... Quand vous voyez les films comme Le Seigneur des Anneaux, pardon, vous voyez des territoires gigantesques avec des falaises qui font des centaines de mètres. Et bah le parc national Nahani, c'est exactement ça. Les commentaires sur le parc, c'est juste incroyable. Il y a quelqu'un qui est parti aux États-Unis, dans différents parcs aux États-Unis, qui a visité le parc Nahani, qui a dit que ça a changé sa vision de ce qu'on appelle la nature. La grandeur de la nature, ça a tout changé chez lui. Il y a même une personne qui a dit qu'il a l'impression d'avoir rencontré Dieu en ayant été dans le parc. Tellement c'est majestueux. Donc, mais de l'autre côté, mon contact chez les Dénés m'a dit c'est vraiment dangereux. Que être là-bas de nuit, et il y a même des pancartes qui le disent qu'il est fortement conseillé de ne pas rester de nuit dans le parc. Donc c'est vraiment considéré comme dangereux. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les commentaires de Nahani. Donc il y a eu d'autres commentaires que j'apprécie beaucoup, de Thierry Carton, de Nuages d'encens, qui semble être très sympa ou très sympa, peut-être une dame qui est naturellement très sympa. Lad 1392 qui m'a félicité sur les 500 abonnés. Alors les 500 abonnés, c'est pas pour moi. Hein. Moi, je monétise pas, donc même s'il y en a 10 000, 20 000, ça change pas grand-chose. Par contre, ça permet d'avoir une communauté beaucoup plus vaste. Et je vous remercie tous pour cela, parce que le but, c'est de créer un espace d'échange, non pas un espace où on monétise. Moi, je ne monétise rien. Donc, à partir de là, 500 abonnés, c'est génial. Ça prouve que vous appréciez le contenu, mais ça fait juste grandir la communauté et ça me fait plaisir. Okay. Et puis, bienvenue à Max Roland, bienvenue à des nouveaux comme Nuages d'encens et autres. Bienvenue à tous les nouveaux qui fréquentent la chaîne. Ok. Donc maintenant, on va passer à la partie 2 du préambule. Chers amis, nous allons attaquer maintenant la partie 2 de notre préambule et nous allons naturellement formaliser cette partie avec un titre relativement évocateur. Bigfoot, la preuve de l'hybride. Quand l'ADN mène au Néphilim, c'est une approche qui est abordée par cette interview qui a eu lieu de David Paulides, et cette interview a été menée par L.M. Marzulli. Alors, on pourrait commencer par dire que c'est une introduction et l'essence spirituelle du monde. Comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises dans les épisodes précédents, pour moi, tout dans ce monde est à sa racine d'essence spirituelle. Cette perspective est fondamentale pour comprendre les phénomènes qui défient l'explication matérielle et rationnelle, tels que les disparitions qui sont liées à Missing 411, mais également d'autres sujets comme Skinwalker Ranch ou bien Portlock, Alaska. Dans cette lignée, l'échange fascinant entre l'enquêteur de renom David Paulides, qui est celui qui a formalisé l'approche Missing 411 et sa recherche aussi concernant le Sasquatch est particulièrement intéressant. Et puis il y a l'expert en face de lui en prophétie biblique qui est L.A. Marzulli. Alors, je dis dans la formulation anglophone L.A., mais en vérité on pourrait dire en français L.A. Marzulli. Alors, L.A. Marzulli nous ouvre les portes d'une réalité où la créature connue sous le nom de Sasquatch ou Bigfoot pourrait bien être l'une des manifestations les plus étranges de ce monde spirituel. Cette discussion met en lumière la nature véritable du Bigfoot. Est-ce un simple singe? Est-ce un hybride humain? Un mythe? Ou une entité relevant d'une autre réalité, interdimensionnelle ou spirituelle? Maintenant, on peut se poser la question, qui est L.M. Marzulli? Alors, L.M. Marzulli, c'est un personnage que je suis depuis un long moment, mais c'est un auteur, conférencier et cinéaste américain
Reconnu pour ses travaux axés sur la prophétie biblique, le surnaturel et les phénomènes inexpliqués, il se positionne comme un chrétien évangélique, donc c'est un protestant, et partage ses recherches sur des thèmes qu'il présente comme la politique, la prophétie et le surnaturel. Donc ses travaux et publications. Monsieur Marzulli est un écrivain prolifique, ayant rédigé une douzaine de livres. Son œuvre la plus célèbre est la trilogie des Néphilim, The Nephilim Trilogy, qui a figuré sur la liste des meilleures ventes de la Christian Booksellers Association, CBA, qui est en fait l'association des vendeurs de livres chrétiens. Parmi ses autres titres notables figurent On the Trail of the Nephilim, sur la trace des Néphilim, Cosmic Chess Match, le match d'échecs cosmique, et The Days of Chaos, An End Times Handbook, le livre de la fin des temps et les jours du chaos. Comme vous les voyez à l'écran, ces trois livres qui sont très intéressants. Moi, j'ai lu personnellement la trilogie des Néphilim. Alors, je suis pas d'accord avec tout, mais c'est très intéressant. Ces recherches se concentrent principalement sur l'étude des Néphilim, ces créatures hybrides mythiques mentionnées dans la Genèse, qui est la corruption entre des anges et des hommes. Donc j'aborderai ce point-là beaucoup plus en détail dans l'analyse spirituelle partie 2. Il concentre aussi son travail sur les ovnis et les structures mégalithiques anciennes, donc telles que Baalbek, Pumapunku et naturellement les pyramides. Il explore l'idée d'une conspiration luciférienne et le concept de l'antéchrist en lien avec les temps de la fin, basant ses arguments sur d'anciens textes prophétiques, y compris des livres apocryphes trouvés dans les manuscrits de la mer Morte, comme le livre d'Enoch. Alors, je fais souvent référence, moi, dans mes explications au livre d'Enoch, c'est un livre absolument fascinant et qui ne fait ni partie du canon chrétien ni partie du canon juif. Et pareil pour les livres apocryphes, en général, ce sont des livres qui sont en dehors des canons. Le canon chrétien, j'expliquerai un peu plus ce qu'est le canon chrétien dans l'analyse spirituelle partie 2, pareil pour le canon juif. Et le canon naturellement islamique. Maintenant, l'approche de L.A. Marzulli, c'est de se focaliser. C'est un chrétien, c'est un scolaire chrétien. Ce n'est pas quelqu'un qui a une lecture sur le judaïsme, l'islam et puis le christianisme. Moi, j'ai centré mon travail sur les trois religions monothéistes. Okay. Donc maintenant, recherche archéologique et ADN. L.A. Marzulli a également mené des travaux de terrain et de laboratoire significatifs, notamment sur les crânes allongés de Paracas au Pérou. Donc, au Pérou, on a retrouvé des têtes avec des crânes allongés, qui faisaient peut-être référence à de possibles hybrides extraterrestres. Il a été la première personne à effectuer des tests ADN sur un ensemble d'échantillons de ces crânes, séquençant 28 des 58 crânes étudiés. Les résultats de cette recherche ont révélé que l'ADN mitochondrial, donc du côté maternel, d'une grande partie de ces crânes provenait d'une origine européenne ou moyen-orientale, donc qui proviendrait soit d'Europe ou soit du Moyen-Orient, datant d'environ 3500 ans. Donc, soit bien avant l'arrivée de Christophe Colomb, parce que Christophe Colomb arrive 1500 ans après Jésus-Christ, alors que là, on retrouve des crânes qui sont avec une datation carbone d'environ 3500 ans. Donc, quasiment 2000 ans avant Jésus-Christ. Ces résultats confortent son hypothèse de l'existence d'une entité hybride sur Terre, donc d'une entité hybride extraterrestre. Alors, L.A. Marzulli a également une carrière de cinéaste et beaucoup de distinctions. En plus de ses écrits, L.A. Marzulli est cinéaste. Il a collaboré à la création de plusieurs films sur les ovnis et des entités hybrides, complétant une série en cours qui traite de nombreuses facettes du phénomène UFO, UAP, OVNI. Pour l'ensemble de ses travaux, L.A. Marzulli a été honoré d'un doctorat honorifique de son mentor, le docteur Thomas, prévôt de la Pacific International University, et a reçu le Gold Medallion Award. Donc voilà, voilà comment je pourrais présenter L.A. Marzulli. Maintenant, nous allons attaquer le cœur de l'échange entre David Paulides et L.A. Marzulli. Et je vous partagerai naturellement le lien de cet entretien entre ces deux personnes très intéressantes. Alors maintenant,
commençons la rétrospective par rapport à l'interview entre David Paulides et Marzulli. Donc, on va commencer au début et on parle de l'origine de l'enquête, Missing 411 et l'appel du Bigfoot. L.M. Marzulli commence par partager à quel point, de son point de vue, la série de livres Missing 411 de David Paulides a été un changement d'environnement pour lui. Et ça a été le cas aussi pour moi. Hein. Moi, quand j'ai vu les premières interviews de David Paulides, j'ai été intrigué. J'ai commencé à rechercher ses livres, à acheter 1 ou 2 livres, et j'ai acheté toute la panoplie derrière. Et il se souvient d'une histoire particulièrement troublante où un enfant a disparu pendant qu'une femme étendait son linge. Alors qu'un autre cas en Alabama, un enfant de 3 ou 4 ans a été retrouvé pieds nus dans la nature alors qu'il avait disparu. Qui, pour lui, c'est un marqueur fréquent des disparitions de la série. Pour L.M. Marzulli, le fait qu'un enfant soit retrouvé sans chaussures est un indice qu'il a été enlevé par un Sasquatch, qu'il a été pris de manière très rapide et laissé sans se souvenir de là où il était. Un petit peu comme la situation qu'on avait vue à Portland, Alaska, où des enfants disparaissaient pendant quelques heures, plusieurs jours, et ne savaient pas où est-ce qu'ils étaient. Ce sont des cas de disparition inexpliquée qui, selon les deux hommes, établissent un lien possible entre le phénomène Missing 411 et le Bigfoot ou le Sasquatch. David Paulides, quant à lui, explique que son enquête a débuté il y a des années. Lorsque 2 anciens collègues, qui avaient eu des rencontres distinctes avec le Bigfoot dans leur jeunesse, lui ont demandé ou l'ont chargé de déterminer si la créature était réelle. Alors je vais expliquer cette petite histoire. En fait, David Paulides a travaillé dans la police, notamment dans la police de San Diego, de Los Angeles. Il a travaillé dans l'équipe d'intervention du SWAT de cette ville. Et puis, en quittant la police, il a décidé de partir de la police, de partir à la retraite. Et deux contacts qu'il avait dans le milieu de l'informatique, qui avait une compagnie dont dans l'informatique et les télécoms, lui ont demandé de venir les aider et de prendre le rôle de vice-président des ressources humaines. Du fait qu'il avait un background dans la police et dans l'interrogatoire, ça lui permettrait d'avoir une vue d'ensemble des ressources humaines et comment, je veux dire, appréhender des gens qui veulent rentrer dans la compagnie ou qui sont dans la compagnie. Donc ce qu'il a accepté, et au bout de quelques années, il a décidé de partir. Il voulait partir à la retraite, faire autre chose. Et donc les 2 personnes qu'il avait engagées lui ont dit, bon, on a eu une expérience plus jeune, pas ensemble, parce que ce sont 2 personnes qui ont travaillé ensemble mais qui n'ont pas grandi ensemble, et plus jeunes, ils ont une expérience respectivement en ayant vu un Sasquatch. Et ils lui ont dit, on aimerait t'engager en tant qu'enquêteur pour déterminer si cette créature était réelle. Et au même moment, quasiment quelques années auparavant, la raison pour laquelle il quittait cette entreprise, c'est parce qu'il avait décidé de travailler sur les aspects de disparition inexpliquée, Missing 411. Et au même moment, ces 2 personnes lui demandent d'enquêter sur le Bigfoot. Donc, après avoir passé du temps sur la réserve UPA en Californie, et avoir travaillé avec des shérifs amérindiens et des gens des Premières Nations, il est monté jusqu'au Canada, notamment dans le Yukon, pour rencontrer aussi des gens des Premières Nations. C'est là où il a rencontré le maître Silver Arrow. Il a rencontré d'autres chamans et d'autres chefs indiens. Et donc, David Paulides, dans ses interactions avec différentes tribus, a été convaincu à 100%, mais à 100%, de l'existence du Bigfoot après simplement 4 ou 5 mois de recherche. Et durant ces recherches, il aurait vu un Bigfoot. Alors, pas la légende, mais on dit que le Bigfoot qu'il aurait observé, ça aurait été dans le Yukon. Dans le Yukon, il aurait observé un Bigfoot à distance, et le Bigfoot aurait réagi, on va dire, positivement aux réactions de David Paulides. Alors, c'est ce que l'on dit. Moi, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il a vu ce Bigfoot. Est-ce que c'est aux États-Unis ou au Canada? Mais il aurait vu un Bigfoot et son interaction avec les chefs amérindiens aurait aurait convaincu David Paulides que, effectivement, le Bigfoot ou le Sasquatch existe réellement. Et pour lui, il était convaincu à 100%. Alors, dans cette interview entre David Paulides et L.M. Marzulli, il faut rappeler que
Comme on en avait parlé dans l'épisode 16, les études ADN qui ont été faites sur les prélèvements organiques provenant supposément de Sasquatch sont un élément très important. Okay. Même s'ils ont été réalisés il y a quelques 12 ans de cela, c'était en 2013, il me semble, ça a été très peu communiqué dans les médias, que ce soit dans les médias mainstream ou les médias alternatifs. Et donc les résultats ADN révèlent un hybride humain avec un héritage génétique mystérieux, comme on l'avait vu dans l'épisode 16. Alors, le travail de David Paulides a culminé avec finalement son travail autour du Bigfoot et du Sasquatch, a culminé avec une étude ADN supervisée par le docteur ou la docteure Melba Ketchum. Et en fait, elle n'était pas seule. Moi, je pensais qu'elle était seule parce que son document ne relate pas qu'elle ait travaillé avec d'autres personnes, mais elle a travaillé avec une équipe de 5 personnes, de 5 chercheurs, des doctorants, qui ont porté sur 110 échantillons. Poils, sang, salive, tissu. Alors tissu organique, ça veut dire des restes de peau ou ce genre de choses, ou un ongle ou quelque chose comme ça. Ok ? Donc, et les résultats ont été stupéfiants. Là où ça reste très intriguant, c'est pourquoi la communauté n'accepte pas les résultats. Parce que ce n'est pas simplement la réputation de la docteure Melba Ketchum qui est en question. Là, on parle de 5 personnes qui sont des chercheurs dans ce domaine, qui ont accompagné le docteur Melba Ketchum. Et on remet en question les résultats. Alors, quand je dis les résultats sont stupéfiants, comme je l'avais dit dans l'épisode 16, on a pu voir que le côté paternel, analysé par l'ADN nucléaire, parce qu'il y a 2 aspects, il y a l'ADN nucléaire et l'aspect mitochondrial. Le côté paternel analysé par l'ADN nucléaire s'est révélé être inconnu et n'existe pas. Dans la base de données mondiale, GenBank, c'est une base de données mondiale génétique qui permet de retracer toutes les versions d'échantillons de patrimoine génétique appartenant au côté humain, ok ? Donc d'Australopithèque jusqu'à Sapiens sapiens, ok ? Et dans cette banque mondiale génétique, on ne retrouve aucune trace du côté paternel. Maintenant, le côté maternel, le côté ADN mitochondrial a révélé un lien génétique remontant à environ 12 000 ans. Donc ça veut dire 10 000 ans avant Jésus-Christ environ, au Moyen-Orient. Alors, on parle d'Europe, Moyen-Orient, c'est pas hyper clair, mais là il semble que dans la discussion qu'ils ont eue, c'est que il y a une orientation plus importante vers le côté du Moyen-Orient, ok ? Donc c'est un résultat obtenu, comme je le disais, sur plusieurs échantillons, environ 110. Pour David Paulides, pour lui c'est relativement clair. Le Bigfoot, le Sasquatch, n'est pas un cryptide. N'est pas un animal inconnu. Okay ? Comme on a pu voir qu'il y a d'autres animaux inconnus comme le tigre de Tasmanie et autres qui ont disparu. Ou le dodo. Ce n'est pas un dodo. Ce n'est pas une forme de gorille inconnue, mais plutôt une sorte d'hybride humain qui appartiendrait du côté génétique à une espèce inconnue, non répertoriée. Donc ce ne serait pas Néandertal, ce ne serait pas Denisova, et ce ne serait pas une autre espèce humaine qui serait totalement inconnue, parce que si elle était connue, elle serait dans cette banque mondiale et elle serait répertoriée comme une des branches de l'humanité. Donc elle n'est pas répertoriée. Il y a l'étude scientifique d'un physicien de la NASA qui a travaillé de manière régulière avec David Paulides et qui est très connu, qui s'appelle John Brandenburg. Moi, je le connais pas personnellement. Je sais que mon ami qui travaille à Skinwalker Ranch est proche de John Brandenburg. Et il a également eu des échanges sur ce thème avec David Paulides. Il en est venu à la conclusion que pour lui également, exactement le même constat que moi je fais, que les disparitions instantanées des enfants ou des personnes qui sont ciblées, qui sont des adultes,
sont dus à une intelligence utilisant une technologie avancée pour l'utilisation de portails interdimensionnels. Moi, je l'ai mentionné depuis les épisodes, 6 ou 7, que effectivement, d'après le professeur John Brandenburg, l'utilisation de portails interdimensionnels de manière artificielle, de manière contrôlée, serait la manière dont les gens disparaîtraient. Alors peut-être qu'il est au courant de choses que nous ne savons pas, mais moi c'est la conclusion que j'en ai tirée de par l'analyse que j'en ai faite. Et quand j'en ai parlé avec mon ami qui travaille avec Skinwalker Ranch, il est relativement d'accord avec moi. Que c'est une manière, une technologie très avancée. Et quand j'en ai discuté avec mon ami Jonathan McDowell, qui est aussi qui travaille, qui est un professeur à Harvard University et qui a travaillé proche de Avi Loeb, lui il pense aussi que ça pourrait être un lien. Ça pourrait être un lien d'une technologie parce qu'on voit clairement que les gens sont ciblés. Alors maintenant, regardons l'analyse de L.M. Marzulli qui considère que le Sasquatch est une piste menant au Néphilim. C'est à ce stade que L.M. Marzulli apporte son analyse théologique biblique, parce qu'il est un protestant évangélique, ayant une lecture avant tout, protestante, ni catholique, ni islamique, ni judaïque, donc il a un point de vue purement chrétien et protestant, et il fait cette analyse théologique pour interpréter les résultats ADN. L.M. Marzulli affirme en lien avec le côté inconnu de l'ADN paternel et la manipulation génétique que le Sasquatch serait une branche des Néphilim, qui pourraient être les bêtes de la terre mentionnées dans le livre de l'Apocalypse de Jean. Ok ? Donc, pour clarifier ce point, il faut expliquer rapidement qu'est-ce que sont les Néphilim. On va l'expliquer dans le prochain épisode sur le monde spirituel, partie 2. Mais les Néphilim sont les descendants des anges qu'on appelait les Watchers, qui étaient là pour observer l'humanité sans intervenir, qui se sont épris des femmes humaines en les trouvant très belles, effectivement, et ont choisi de mêler leur essence angélique avec l'essence humaine, qui a amené à une corruption de la race humaine en donnant des êtres hybrides qu'on appelle les Néphilim. Et on y reviendra beaucoup plus en détail durant le prochain épisode sur le monde spirituel partie 2. Donc, ces Néphilim sont des êtres mentionnés dans la Bible à plusieurs endroits, notamment dans la Genèse, le livre des Nombres. Et le terme Néphilim en hébreu est souvent traduit par géant ou homme de grande taille. Pour donner un exemple, David et Goliath aurait été un descendant des Néphilim. La Genèse chapitre 6, verset 4, les décrit comme les descendants des fils de Dieu, donc les Watchers, qui étaient des anges qui étaient là pour observer la race humaine sans intervenir, et leur union avec les filles des hommes. Ils sont aussi historiquement associés à des populations de très grande stature, les Anakim, les Émim et les Réphaïm, qui peuplaient la contrée de Canaan, qui fut, entre guillemets, donnée aux descendants d'Abraham, pour qu'ils puissent retourner dans une terre qui leur serait, attribuée. Et ce sont les descendants d'Abraham, pas la nation juive. Mais les descendants d'Abraham sont, naturellement, juifs, chrétiens et musulmans. Mais on y reviendra dans le prochain épisode sur le monde spirituel. Okay. Donc, d'après L.M. Marzulli et d'autres chercheurs théologiques et bibliques, les Néphilim représentent une lignée hybride issue d'une intrusion spirituelle dans le monde physique. Et c'est effectivement le cas, caractérisée par une manipulation du génome humain. Donc cet ADN inconnu de Bigfoot ou du Sasquatch soutient cette théorie d'un agent externe manipulant le génome de cette créature, un point que, comme je le disais, nous développerons davantage lors de notre prochain épisode sur le monde spirituel partie 2. Donc d'après L.M. Marzulli, cette manipulation du génome, cette nature hybride du Sasquatch ferait de lui un descendant des Néphilim. Okay. Ce qui expliquerait pourquoi du côté du père, il n'y a aucune forme de retracement possible,
avec une race hominidée ou une race ou une sous-race humaine de sapiens ou de sapiens sapiens. Maintenant, la nature multidimensionnelle et les portails. La conclusion que le Bigfoot n'est pas un simple animal, comme le confirme David Paulides, s'aligne sur le thème central du récent documentaire de David Paulides. Son film documentaire American Sasquatch met en évidence la perspective selon laquelle la créature est une entité multidimensionnelle. Donc, comme nous l'avons mentionné à plusieurs occasions, notamment parlant de Skinwalker, mais également en parlant de Portlock, Alaska. On a pu entrevoir des possibilités que le Sasquatch soit effectivement un être interdimensionnel et qu'il soit relié de près ou de loin au phénomène que l'on détermine comme UAP, UFO ou OVNI. Okay? Les preuves de cette nature interdimensionnelle incluent la matérialisation, la désintégration. Hélène Marzulli a relaté le témoignage d'une femme qui a vu un Sasquatch apparaître derrière un buisson, puis se dématérialiser lentement. Les pistes de la créature peuvent également disparaître sans laisser de traces. Ce qui pourrait par exemple peut-être expliquer la situation de l'enlèvement du jeune Dennis Martin. Comme si un être pouvait apparaître derrière le buisson, prendre l'enfant, se dématérialiser avec lui et apparaître d'un autre côté. Et ce qui pourrait expliquer des fois quand on retrouve des traces de Sasquatch, comme nous allons voir aujourd'hui les cas du jour, il y a certains cas où des traces de Sasquatch sont relevées, les traces sont suivies par des chasseurs ou des pisteurs, et les traces, je veux dire, s'arrêtent d'un coup net, comme si la créature avait été simplement enlevée dans les airs. Okay. Puis il y a une connexion, comme je le disais, avec les orbes et les ovnis. Les observations de Sasquatch sont souvent liées à des phénomènes d'ovnis, UFO, UAP ou d'orbes lumineux, que l'on a pu retrouver notamment à Skinwalker Ranch. D'ailleurs, le chercheur de Skinwalker Ranch, Colin Keller, a expliqué à David Paulides comment les portails pourraient être la clé pour comprendre comment ces êtres arrivent et repartent sans laisser de traces. On a pu voir dans les épisodes de Skinwalker Ranch qu'il y avait l'observation d'ouverture de portails interdimensionnels. Donc, le portail de Skinwalker Ranch, un incident notamment, ou si vous vous souvenez, un incident a été partagé où une lumière, un petit orbe, a grandi sur le terrain du ranch. Le phénomène a agi comme un portail interdimensionnel, d'où a rampé une silhouette noire, informe, sensible à celle d'une entité quelconque, avant que le portail ne se referme et que la créature ne gravisse la montagne où se trouvaient les chercheurs qui observaient la scène. De l'autre côté, il y a des témoignages amérindiens. Il y a un récit qui est relativement peu connu dans un journal de la fin des années 1800, mentionnant une légende amérindienne selon laquelle le chef homme poilu arrive dans une lune. Donc c'est comme une lune, la description c'est une lune ressemblerait peut-être à un ovni, une forme ovale dans le ciel, qui atterrit sur Terre 2 à 3 fois par an pour avoir des contacts avec des tribus amérindiennes. Donc maintenant, conclusion est le film documentaire de David Paulides. Les vues de David Paulides et Hélène Marzulli convergent vers une conclusion unanime. Le Bigfoot n'est effectivement pas un singe échappé ou un descendant du Gigantopithecus. Il est une anomalie biologique qui se déplacerait, d'après eux, entre les dimensions et liée à l'activité des ovnis et pourrait être un héritier, possiblement, des Néphilim bibliques. Pour ce, donc, naturellement, nous allons approfondir cette théorie la semaine prochaine dans l'étude spirituelle partie 2. Et pour autant, maintenant, nous allons regarder le trailer du récent documentaire de David Paulides intitulé American Sasquatch, qui aborde cette nature interdimensionnelle et sera disponible en décembre sur Amazon. I've been a woodsman all my life, and I've never been afraid of anything that's in the woods. But I am just a little bit afraid of these Bigfoots. When you go
go up there, you're in their backyard. They have been here for a long time. Oh, there you go. It's not simply some creature. There's two divergent thoughts on what Bigfoot is. One side believes it's an ape, gorilla. The other school of thought is it's multidimensional. There's a physical and a non-physical aspect to it. You've got Bigfoot, you've got orbs, and I mean, the two go hand in hand. You go have a Bigfoot sighting and then a UFO sighting or vice versa. There is high strangeness attached to almost every meaningful Bigfoot encounter. We started tracking this creature. The tracks disappear. They're gone. Some people know some things that they don't want other people to know. It's pretty surprising what we found. Skinwalker Ranch. Research on orbs, Bigfoot. There were unusual creatures on Skinwalker Ranch. There's a lot of information that doesn't get talked about. The paranormal things that no ape could certainly do. If you're out to solve the problem, you're going to have to know all aspects of it. I saw a Sasquatch and it vanished into thin air. Through the night vision, seeing something completely different. There's things out there we just don't see or understand. Has the ability to cloak. It rewrites history. They were astonishing to see. Right here. Avant d'attaquer les cas du jour, je voulais confirmer avec vous, chers amis, que la semaine prochaine sera celle de l'analyse du monde spirituel partie 2, comme je l'avais promis depuis plusieurs semaines. Et alors que nous effectuerons une revue large, plus large que celle de L.M. Marzulli qui a une vue purement chrétienne, là j'aborderai les 3 grandes religions monothéistes, ça veut dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et dans le christianisme, nous effectuerons une scission naturellement entre le catholicisme et le protestantisme. Ce sera un élément important de notre revue d'ensemble. Mais naturellement, dans cette revue de l'analyse spirituelle partie 2, nous aurons un aspect d'analyse sur Missing 411, Sasquatch, UFO UAP, Skinwalker Ranch, et j'essaierai aussi d'y introduire des aspects de Portlock, Alaska. Ok. Et puis naturellement, la semaine d'après, ce sera suivi par un épisode Cryptide, qui sera lui-même suivi par un épisode Missing 411 classique, avant de continuer vers un épisode de la vallée des hommes sans tête. Ok. D'ici là, nous allons faire aujourd'hui les cas du jour. Je ne peux pas garantir tous les cas du jour. J'ai essayé de faire beaucoup de recherches de validation, mais la majorité des cas aujourd'hui sont très intéressants, mais malgré ça, je n'ai pas pu tous les valider. Il n'y en a qu'un seul que je validerai au cours de la revue des cas. Je vous dirai celui que je pense avoir validé. Ok ? En tout cas, bonne écoute, et puis on verra ce que vous en pensez. En hiver 2024, les montagnes rocheuses du Montana étaient ensevelies sous un épais manteau de neige. Le genre qui étouffe chaque son et adoucit les contours de la forêt, jusqu'à ce que les arbres ne soient plus que des ombres dans un flou blanc. Et c'est exactement ce que l'on ressent lorsqu'on va dans les forêts ici au Canada ou au nord des États-Unis. On voit vraiment c'est un désert blanc, tellement la neige est présente à tous les niveaux. Ce matin-là, 3 chasseurs s'engageaient sur une crête abrupte, leur haleine fumant dans l'air glacial, leurs bottes craquant dans des congères qui atteignaient leurs genoux. Ils étaient venus pour l'élan, cette fameuse grande bête, suivant de faibles traces qui serpentaient à travers les pins et montaient vers la limite des arbres. Le froid mordait leur visage et engourdissait leurs mains, malgré leurs gants épais. Le vent était implacable, charriant l'odeur de la sève de pin, de la pierre froide et de quelque chose d'à peine métallique en dessous. Quelque chose qu'ils ne pouvaient identifier. Carl, le plus âgé du groupe, avançait plus lentement que les autres. Son sac, lourd de pièges et de matériel, il avait déjà chassé sur cette crête, connaissait chaque virage et chaque ravin. Mais même lui admit que ce matin-là, l'atmosphère était très étrange. Les bois étaient plus silencieux que d'habitude, l'air trop calme entre les rafales, comme si la forêt écoutait. Lorsqu'ils s'arrêtèrent près d'un bosquet de sapins, il mentionna qu'il allait vérifier l'un de ses anciens pièges plus bas sur la pente, promettant de les rejoindre dans quelques minutes.
Donc c'est le point de séparation dont parle systématiquement David Paulides. Les autres hochèrent la tête et continuèrent le long de la crête, la neige s'épaississant en un rideau aveuglant. Moins de 10 minutes plus tard, un bruit unique traversant la tempête, un lourd thump, lourd et profond, différent de tout bruit naturel, résonnant à travers la crête. Il vint une fois, puis encore, plus lent, comme si quelque chose de massif se déplaçait dans la neige sous eux. Puis le silence. Les hommes s'arrêtèrent, écoutant attentivement, la neige s'accumulant sur leurs capuches et leurs fusils, lorsqu'ils appelèrent « Karl !» Le vent noya leur voix. Il n'y eut aucune réponse, seulement le gémissement des arbres ployant sous la glace. Ils revinrent sur leurs pas, leurs propres empreintes déjà à moitié ensevelies par la neige fraîche. Le dernier endroit où Karl avait été vu auparavant était une petite clairière, près du bord d'une pente où la tempête semblait s'éclaircir un instant. Son sac y gisait à moitié ouvert, mais intact, les sangles tordues comme s'il avait été lâché en pleine action. Son fusil était appuyé proprement contre un arbre, canon vers le haut, ni tombé ni dérangé. Il n'y avait aucun signe de lutte, pas de sang, pas de branches cassées. Mais tout près, profondément imprimé dans la neige, se trouvaient des empreintes de pas, nues, larges, énormes. Les traces s'éloignaient de la clairière, chaque pas mesurant le double de la foulée d'un homme. Les orteils largement écartés, les bords nets et profonds en raison du poids et de la chaleur. Les chasseurs suivirent les pas, incrédules, luttant à travers des congères qui avalaient leurs genoux, leur cœur battant plus fort à chaque pas. Les empreintes descendaient dans la lisière de la forêt, progressant droit et délibérément. Puis aussi soudainement qu'elles avaient commencé, elles s'arrêtèrent, net. Il n'y avait ni bousculade, ni trace de traînée, aucun signe que la créature ou Karl avait fait demi-tour. Le sentier prenait simplement fin sur une étendue de neige intacte, sans trace, comme si les deux avaient été soulevés hors du monde, mais hors du sol. Les hommes cherchèrent pendant des heures, faisant le tour de la crête, jusqu'à ce que la lumière commence à faiblir et que la tempête s'intensifie. Leur appel devenant de plus en plus fort, ils ne trouvèrent aucune trace de Karl, aucune de ses empreintes, aucun vêtement déchiré, aucun signe qu'il ait dépassé cette clairière. Lorsqu'ils abandonnèrent finalement, leur nerfs étaient à vif. Les bois autour d'eux se muaient en d'étranges jeux d'ombre et de lumière. Ils se sentaient épiés, observés. Chaque rafale de vent semblait transporter le bruit d'un mouvement lointain, de faibles thumps dans la neige, lent et régulier, comme si quelque chose d'énorme arpentait les lieux juste hors de vue, en train de les observer. Lorsqu'ils atteignirent le camp au crépuscule, les deux hommes tremblaient. Non pas de froid, mais de la profonde certitude que quelque chose d'anormal partageait la crête avec eux. Ils firent leur paquet en silence, la tempête tourbillonnant autour d'eux. La forêt se faisait pressante, comme pour les exhorter à partir. Lorsqu'ils descendirent de la montagne, le lendemain matin, le ciel était à nouveau dégagé, mais aucun ne regarda en arrière. Des équipes de recherche arrivèrent quelques jours plus tard. Lorsque la météo le permit, ratissant la pente avec des chiens et des motoneiges, elles trouvèrent les mêmes empreintes gelées dans la glace, près de la limite des arbres. Les enquêteurs relevèrent l'absence de sang ou de signes d'attaque, spéculant que Karl était tombé dans une crevasse cachée ou s'était égaré et désorienté. Pourtant, aucune doline, aucune trace, aucun effet personnel ne fut jamais récupéré. Sa disparition fut classée discrètement comme un accident présumé, bien que personne ne puisse expliquer comment un homme ait pu s'évanouir dans la neige à découvert, laissant derrière lui son fusil, ses équipements, comme s'il avait simplement échappé à lui-même. Les habitants parlent encore de cette crête, surtout en hiver, quand la neige devient épaisse et lourde. Ils racontent que les bois y changent quand on les fixe trop longtemps, que les arbres semblent se pencher, le vent portant un faible bourdonnement, comme celui de quelque chose qui respire sous la terre. Certains chasseurs même affirment avoir entendu des thumps dans la neige, lents et lointains, résonnant après une chute de neige fraîche
rythmé et lourd, s'estompant à l'approche. D'autres disent avoir aperçu de larges formes se déplaçant entre les arbres, trop grandes, trop larges et bien trop silencieuses. Plus personne ne chasse sur cette pente après une tempête, pas depuis que Karl a disparu. La crête reste immobile aujourd'hui, ensevelie dans le silence, ses secrets figés sous la neige. Et lorsque le vent se lève, traversant les vallées, en contrebas, il apporte avec lui de faibles échos, lents, sourds, mesurés, comme des pas se déplaçant quelque part en hauteur, arpentant le même sol où un homme a marché autrefois, mais n'est jamais revenu. Alors, chers amis, nous allons attaquer le cas numéro 2 qui se déroule dans les Alpes suisses en septembre 2023. Donc, je ne peux pas garantir ce cas. J'ai essayé de le vérifier. Malheureusement, c'est un petit peu difficile, mais je vais quand même le relater parce que je l'ai trouvé très intéressant. Donc, le 14 septembre 2023, les Alpes suisses se dressaient pâles et immenses au-dessus de la paisible ville de Grindelwald, leurs crêtes déchiquetées découpant les minces nuages, leurs pentes saupoudrées de neige au début de l'automne. Et par une froide matinée d'octobre, Lucas, un coureur de trail expérimenté d'une trentaine d'années, parti seul du fond de la vallée, dans le but de parcourir l'un des sentiers de montagne escarpés avant le crépuscule. Il était confiant et bien préparé. Son endurance étant forgée par des années de course alpine, son petit sac ne contenait guère plus que de l'eau, des gels énergétiques et une veste légère. Le sentier commença doucement à travers la forêt inférieure, où le parfum de la résine de pin flottait dans l'air et le sol était encore humide de la gelée nocturne. Chaque foulée lui semblait aisée tandis qu'il montait, son souffle se transformant en brume dans l'air vif, le monde derrière lui se réduisant au silence. Au début d'après-midi, il avait atteint la ligne de crête au-dessus de la gorge, où le chemin se rétrécissait en un ruban de roches surplombant des vallées infinies. Le vent portait un faible bourdonnement alors qu'il se déplaçait à travers les arbres. Loin en dessous, se mêlant au rythme constant des pieds de Lucas sur le gravier, il vérifia sa montre, prit une gorgée d'eau et continua, ignora que le temps changeait déjà dans les Alpes. Le brouillard peut survenir sans avertissement, glissant du glacier comme une marée vivante, et en quelques minutes, l'horizon était effacé. La brume arriva rapidement et épaisse, avalant les montagnes dans un mur gris terne. Les arbres s'estompèrent en de faibles silhouettes, leurs contours se dissolvant jusqu'à ce qu'ils fassent partie du brouillard lui-même. Lucas ralentit, cherchant des balises de sentier, mais la visibilité était devenue si faible que même ses propres empreintes commençaient à s'estomper derrière lui. Il essaya de suivre la légère courbe du chemin, mais chaque virage se ressemblait. Et bientôt, il n'était plus certain de monter ou de longer la crête. Le seul bruit était sa respiration, régulière et mesurée, et le craquement feutré de ses chaussures sur la roche froide. Lorsqu'il cessa de répondre aux messages, ses amis supposèrent une mauvaise réception. Mais à la tombée de la nuit, lorsque Lucas n'était toujours pas rentré, l'inquiétude se transforma en panique. Les appels restèrent sans réponse et la patrouille de secours locale fut dépêchée avant minuit. Les premières équipes commencèrent l'ascension avec des lampes frontales et des équipements thermiques guidés par des points GPS et la lumière du jour qui s'éteignait. Le brouillard s'était de nouveau épaissi, si dense que même les lampes de poche ne pouvaient pénétrer que quelques mètres plus loin. Un secouriste raconta plus tard que l'on avait l'impression que la montagne elle-même exhalait de l'air froid, repoussant tout ce qui tentait d'y pénétrer. Alors c'est exactement ce que l'on retrouve dans les cas Missing 411 de David Paulides. Lorsqu'il y a une disparition, le temps se manifeste de manière exceptionnelle. C'est ce que l'on voit maintenant. À l'aube, la visibilité était toujours limitée. Un hélicoptère décolla de la base de Grindelwald et commença à balayer les crêtes au-dessus de la gorge. Le pilote naviguait prudemment, les yeux fixés sur la brume mouvante devant lui. Pendant un bref instant, à travers une éclaircie dans le brouillard, il aperçut quelque chose de large, debout, près d'un groupe de rochers. Il semblait droit, grand, immobile, une silhouette verticale se détachant sur le
fond pâle du nuage. Ils ne pouvaient distinguer aucun trait, seulement la forme générale de larges épaules, de longs bras, une immobilité qui n'appartenait ni au vent, ni à l'ombre. Il fit faire demi-tour à l'hélicoptère, mais en quelques secondes, le brouillard s'était refermé. Lorsqu'il repassa au même endroit, quelques instants plus tard, la crête était vide. Les équipes au sol atteignirent cette section au milieu de matinée. Elles trouvèrent d'abord les empreintes de chaussures de Lucas, des impressions claires et étroites dans la croûte molle de la neige, zigzagant légèrement, comme s'il avait été incertain de sa démarche ou de sa direction. Mais à côté d'elle courait une autre série d'empreintes, beaucoup plus larges, plus profondes, l'espacement irrégulier, chacune ayant la forme d'un pied nu mais allongé, les orteils anormalement écartés. La neige, sous chaque impression, était compactée, dure, comme si quelque chose de massif avait marché avec un poids contrôlé. Les secouristes suivirent la trace et la piste en silence, leur radio crépitant doucement. Elle menait vers le bord de la gorge, devenant moins profonde, près d'un affleurement plat où le vent sifflait entre les rochers. Là, brusquement, les deux ensembles d'empreintes s'arrêtèrent. En fait, quand on regardait les empreintes, on a l'impression que les deux ensembles d'empreintes marchaient ensemble, l'une à côté de l'autre. Et d'un coup, elles s'arrêtèrent. Comme si les deux personnes marchaient vraiment l'une à côté de l'autre. Donc le sol devant était intact. Pas de traces de glissade ou de traînée, aucun signe que quiconque soit tombé ou ait fait demi-tour. Seule une sangle du sac de Lucas pendait d'une corniche rocheuse en contrebas, déchirée et effilochée, le reste du sac reposant quelques mètres plus bas sur la pente, comme s'il avait été accroché par hasard au milieu d'une descente. Mais il n'y avait aucune trace de lui nulle part. Les secouristes scrutèrent la gorge avec des jumelles. Lorsque les recherches se terminèrent quelques jours plus tard, le rapport officiel fut bref. Il citait la désorientation dans un épais brouillard, une probable glissade ou chute, notamment que le terrain instable et la mauvaise visibilité rendaient toute récupération impossible. L'observation du pilote fut omise, mise de côté, classée uniquement comme une anomalie visuelle passagère causée par la réfraction et l'illusion de profondeur dans la brume de haute densité. Les impressions de pieds nus plus profondes furent décrites comme des traces de fonte, dues à un enneigement incohérent. Personne ne protesta publiquement, bien qu'en privé, plusieurs membres de l'équipe de sauvetage étaient en désaccord. Les empreintes avaient été trop définies, trop délibérées, trop espacées pour appartenir à un animal ou de la neige fondue. Quelqu'un osa l'idée Bigfoot. Tout le monde s'est regardé en silence. Personne n'a réagi, parce que chacun pensait exactement ce qu'il venait de dire. À Grindelwald, les gens parlaient doucement de cette disparition. Certains disaient que Lucas s'était trop aventuré, trop près du bord de la gorge, et peut-être était tombé à travers le brouillard. D'autres affirmaient que cette partie de la crête avait toujours été, entre guillemets, mauvaise, que le temps y changeait trop vite, que les échos revenaient parfois en retard ou déformés, comme s'ils rebondissaient sur quelque chose qui n'était pas de la pierre. Les alpinistes commencèrent à appeler cette zone Der Admontegrat, ce qui signifie la crête respirante ou la crête soufflée. J'ai demandé à un ami qui parle allemand et c'est ce qu'il m'a dit. Car par les matins calmes, la brume semblait s'y élever en lente colonne pulsante, s'étendant et s'affaissant de manière rythmée comme les poumons de quelque chose endormi sous la terre. Cet hiver-là, plusieurs randonneurs signalèrent d'étranges sensations près du même sentier. Ils décrivirent des silences soudains, là où le vent aurait dû être, et de faibles thumps, c'est-à-dire des pas très lourds qui vibraient dans le sol comme un battement de cœur sous leurs pieds. Une paire d'alpinistes prétendit avoir vu un mouvement à travers le brouillard, quelque chose de grand et d'immobile, debout entre les arbres, s'évanouissant avant qu'ils ne puissent focaliser leurs lampes. Aucun d'entre eux n'y retourna.
La zone fut finalement clôturée après des incidents répétés de désorientation parmi les visiteurs et d'après des témoignages d'observation de créatures importantes, bien qu'aucune autre disparition n'a été enregistrée depuis. Au printemps, la famille de Lucas plaça une petite plaque commémorative près de la base du sentier de montagne, une simple plaque métallique gravée de son nom et de la date de sa dernière apparition. Les randonneurs s'y arrêtent parfois, notant la manière dont le brouillard s'y rassemble différemment, tourbillonnant en lente spirale avant de se dissoudre dans la vallée. Les habitants l'évitent à l'aube, lorsque la brume est la plus épaisse, et disent que si l'on reste immobile, on peut entendre de faibles souffles se déplaçant dans l'air. Pas exactement le vent, mais quelque chose de lourd, de plus profond, comme une énorme poitrine se soulevant et s'abaissant derrière les nuages. Aucune dépouille de Lucas ne fut jamais retrouvée. La neige fondit et regela, les empreintes disparurent et la crête revint au silence. Pourtant, même maintenant, lorsque le brouillard descend du glacier en longues vagues, certains qui lèvent les yeux depuis Grindelwald affirment y voir des formes se mouvoir. De hautes silhouettes pâles, à moitié cachées dans le gris, se tenant immobiles pendant quelques secondes avant de s'effacer dans la brume qui avale tout ce qu'elle touche. Alors pour ceux qui sont en Suisse, j'aimerais qu'ils me disent s'ils ont entendu parler de cette histoire, parce que moi j'ai essayé de faire des recherches, je n'ai pas trouvé c'est sur un site spécialisé, et je n'ai pas trouvé de confirmation ou de rapport de police sur la disparition d'un certain Lucas. Alors je n'ai pas le nom de famille, mais c'est la seule chose que j'ai pu retrouver. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous qui êtes en Suisse. Dites-moi si vous voyez si vous avez entendu parler de cette histoire et s'il y a eu des traces quelconques. Chers amis, maintenant nous allons attaquer le cas numéro 3, Daniel Porter, Oregon Cascade, août 2018. Alors, le 30 août 2018, Daniel Porter s'enfonça profondément dans la chaîne des cascades de l'Oregon, suivant un ancien chemin forestier qui serpentait entre d'épaisses futaies de sapins et de prûches. Âgé de 32 ans, c'était un randonneur expérimenté, habitué à la solitude, disparaissant souvent dans les montagnes pendant plusieurs jours. Cette semaine-là, il avait dit à un ami qu'il voulait du calme, pas de téléphone, pas de bruit, juste le son du vent et de l'eau. Ça me ressemble, moi, de temps en temps, ça fait du bien aussi. Son plan était simple, une nuit dans une petite clairière qu'il avait marquée sur sa carte, puis une longue randonnée de retour le lendemain matin. Le temps avait été clément pendant la majeure partie de la journée, chaud et calme, avec une brume bleutée s'accrochant aux crêtes les plus élevées. Mais en fin d'après-midi, l'air changea. Un vent froid traversa la vallée et la lumière s'estompa plus rapidement que d'habitude. Les montagnes semblèrent se replier sur elles-mêmes, tandis que le brouillard commençait à monter, épais et laiteux, épais, lourd, s'étalant bas au-dessus des arbres. Daniel atteignit la clairière vers le crépuscule et dressa sa petite tente à côté d'un groupe de rochers couverts de mousse. L'endroit était silencieux, à l'exception du faible sifflement du vent à travers les branches. Un son creux qui semblait résonner sans direction. À un moment donné, après la tombée de la nuit, son téléphone perdit complètement le signal, alors qu'il avait juste avant de la connexion, et là, plus aucun signal. Il n'émit plus aucun appel ni message. Le lendemain matin, lorsqu'il ne donna pas de nouvelles, un ami contacta le bureau de shérif du comté. Des équipes de recherche furent envoyées avant midi, guidées par les coordonnées de la dernière localisation de son téléphone, près d'un chemin de service oublié menant à la clairière. Lorsque les premiers secouristes arrivèrent, ils trouvèrent sa voiture, soigneusement garée, hors de la piste, les clés toujours dans le contact, comme s'il attendait à ne s'absenter que peu de temps. Un sentier étroit menait vers le haut à travers le brouillard. L'air était lourd, humide et suffisamment froid pour que chaque souffle soit visible. La forêt était étrangement silencieuse, pas d'oiseaux, pas d'insectes, pas même le clapotis lointain de l'eau. Ils atteignirent la clairière juste avant le coucher du soleil. La tente se tenait droite,
au milieu fermé par une fermeture éclair et parfaitement intacte. Rien n'était éparpillé ou cassé, mais quand ils l'appelèrent par son nom, il n'y eut aucune réponse. À l'intérieur, Daniel était recroquevillé sur son matelas de couchage, comme s'il était simplement endormi. Mais son visage était pâle, sa peau légèrement marquée de petites abrasions le long de ses bras et de son cou. Ses vêtements étaient déchirés à plusieurs endroits, bien que non en lambeaux, cela ressemblait davantage à une brève lutte, peut-être contre du tissu ou quelque chose de rugueux qui l'avait accroché. Les secouristes firent une pause, incertains. Il n'y avait aucun signe de lutte, mais aucun signe de lutte violent, pas quelque chose c'était quelque chose de diffus en fait, comme s'il avait vaguement lutté, des vêtements sont un petit peu abîmés, mais il n'y a pas de signe de lutte vraiment, une vraie lutte sauvage. Pour quelqu'un qui est mort, ça semble étrange d'avoir si peu de traces qui révèlent une volonté de se défendre pour sa vie. Donc aucun signe de lutte, pas de sang, pas d'armes et aucune preuve qu'un animal soit entré dans la tente. Le sol, en terre battue, à l'intérieur était sec, à l'exception de faibles taches là où les bottes de Daniel avaient été. Près de son corps, cependant, la surface montrait autre chose. De grandes empreintes de pieds nus dans le sol tassé, inégal et profondément pressé, faisant une boucle autour de lui, avant de s'arrêter près de la paroi intérieure de la tente. Les empreintes étaient larges, presque le double de la taille du pied d'un homme, et espacées étrangement, comme si ce qui les avait faites s'était déplacé sur deux jambes, mais avec une démarche irrégulière. La lampe de poche de Daniel gisait dans un coin de la tente, son boîtier fissuré et sa lentille brisée. Le tissu de la tente lui-même présentait quelques légères égratignures, vues de l'intérieur courtes et inclinées, comme si quelque chose l'avait effleuré ou traîné le long de celui-ci. Mais il n'y avait pas de marque de griffure, pas de déchirure, aucun signe d'entrée ou de sortie. Très étrange. À l'extérieur, les secouristes se dispersèrent dans la clairière, cherchant d'autres traces ou signes de mouvement. Le brouillard planait bas au-dessus du sol, s'enroulant en vagues lentes et lourdes autour du périmètre de la tente. Le sol était marqué des mêmes empreintes larges vues à l'intérieur, mais elles ne menaient nulle part. Chaque série se terminait brusquement dans la terre ou dans la mousse intacte. Ils appelèrent du renfort, marquant le site pour les enquêteurs. Lorsque les équipes supplémentaires arrivèrent, elles ne trouvèrent aucun signe de grands animaux dans la zone. Non, pas de déjection d'ours, pas de touffe de fourrure, pas de broussailles dérangées. Même le sous-bois semblait intact. Le sol de la forêt, autour de la clairière, était étrangement immaculé. Aucune trace, comme si rien de plus lourd que la brume n'y avait passé depuis des jours. Un médecin légiste rapporta plus tard que les blessures de Daniel étaient superficielles, petites ecchymoses et abrasions peu profondes, mais incompatibles avec une simple chute ou une cause de décès naturelle. Il n'y avait aucune preuve d'étouffement ou de traumatisme. Sa température corporelle et son état suggéraient qu'il était mort paisiblement. Quelque temps avant l'aube, les résultats toxicologiques étaient négatifs. Un membre de l'équipe de recherche, un pisteur vétéran, autochtone, refusa de retourner dans sa clairière après la première nuit. Il raconta aux autres que lorsqu'il prélevait des échantillons près de la tente, il avait senti le sol vibrer faiblement sous sa botte, comme un tremblement de terre, mais pas tout à fait un tremblement de terre, plus comme une pulsation profonde, comme si quelque chose de grand avait déplacé son poids à proximité. Quand il leva les yeux, il dit que le brouillard semblait bouger contre le vent, tourbillonnant en lentes colonnes autour de la limite des arbres. Il crut voir des formes à l'intérieur, sombres, verticales, immobiles. Lorsqu'il cligna des yeux ou essaya de forcer son regard vers ce qu'il avait vu, il n'y avait plus rien. Le rapport officiel classa la mort comme indéterminée, possiblement une hypothermie ou une insuffisance cardiaque provoquée par la panique, mais parmi ceux qui avaient été sur place, peu acceptèrent cette explication.
La tente avait été scellée de l'intérieur et les températures, bien que froides, n'étaient pas mortelles. Plus troublantes encore étaient les traces photographiées et mesurées, mais jugées plus tard non concluantes. Peut-être des empreintes humaines déformées dans un sol mou. Pourtant, ceux qui les avaient vues de première main disaient le contraire. Les impressions étaient trop nettes, trop grandes, trop espacées pour avoir été faites par des bottes ou par des animaux rampants. Dans les mois qui suivirent, les randonneurs évitèrent ce secteur de la forêt. Ceux qui passaient à proximité rapportaient une acoustique étrange. La façon dont le son portait curieusement, résonnant en courtes rafales avant de s'estomper complètement. D'autres décrivirent avoir entendu de faibles sons de pas au loin, lents et rythmés. Comme si quelque chose marchant loin sous la surface. On pense peut-être à des tunnels qui étaient sous la surface. En hiver, la clairière fut ensevelie sous la neige, la tente et l'équipement avaient été retirés, mais l'équipe de sauvetage qui les récupéra décrivait à quel point la neige semblait intacte, malgré les fortes tempêtes dans la région, comme si la clairière elle-même résistait à être dérangée. Les locaux l'appellent maintenant le creux silencieux. Ça ne fait pas penser à au bosquet des murmures à Portlock, Alaska? Comme si quelque chose était en dessous? Des grottes et des mouvements qui semblent, des bruits qui semblent venir de dessous la terre. Et les gens racontent que par grand brouillard, l'endroit semble vivant, que l'on peut rester immobile et sentir un mouvement au-delà de la vue. Quelque chose qui observe, quelque chose qui teste l'air. Les chasseurs et les bûcherons refusent d'y camper. Ceux qui y passent gardent la voix basse, affirmant que même un murmure semble trop fort dans ce calme. Alors encore une fois, c'est une histoire fascinante dont j'ai retrouvé plusieurs traces à plusieurs endroits. Malheureusement, je n'ai pas pu retrouver un rapport de police ou un rapport de médecin légiste public qui parle de ce cas. Donc je ne peux pas le garantir à 100%. Alors maintenant, chers amis, c'est le seul cas que j'ai pu réellement valider, celui de Sam Kellerman en juillet 2022. Alors, le 18 juillet 2022, le soleil se couchait au-dessus du désert de Mojave. Donc ça se dit Mojave, mais ça s'écrit Mojave, okay? Enveloppant les pics acérés et les plaines d'armoise dans des tons orange et de violet. La chaleur de la journée s'était atténuée, laissant derrière elle une douce tiédeur et un silence profond. À la lisière de la forêt nationale de San Bernardino, le parc de camping-car de Juniper Creek était un lieu simple. Une vingtaine d'emplacements, un bâtiment de service en tôle ondulée et le long de sa frontière nord, il y avait les voies ferrées principales d'Union Pacific, utilisées principalement pour le transport de marchandises. Ce soir-là, le parc était complet. Parmi les vacanciers se trouvait la famille Ramirez, installée dans un grand camping-car de classe A, et les Henderson voyageant dans une tente de remorque. Vers 22h30, la plupart des lumières étaient éteintes et le parc s'était installé dans un calme nocturne. Il faisait noir, le désert ayant une capacité particulière à absorber la lumière. Vers 23h, une série de bruits inhabituels traversa le parc. Ce n'étaient pas des bruits de coyotes ou des sons de train habituels, mais un martèlement profond et lourd résonnant du côté nord du parc, près de la voie ferrée. Quelqu'un qui campait près de l'avant, Daniel Henderson, se leva pour aller aux toilettes et jeta un coup d'œil. Il rapporta plus tard qu'il avait vu une forme sombre et verticale se déplacer près de l'épaisse rangée de pins qui longeait le périmètre. Il pensait d'abord que c'était un ours, bien que la forme semblait trop haute. Ce déplacement avec une démarche longue et dégingandée, il n'y prêta pas beaucoup attention et retourna se coucher. Vers minuit, le vacarme revint, cette fois plus proche et plus bruyant.
Les Ramirez furent réveillés par un bruit de grattage contre le côté de leur camping-car, suivi d'un bruit sourd et aigu sur le toit. Les enfants, dans leurs lits superposés, commencèrent à pleurer. Monsieur Ramirez alluma la lumière et regarda par la fenêtre. La courtoisie du parc exigeait que toutes les lumières extérieures soient éteintes. Il était donc difficile de voir. Mais il y avait une grande ombre en mouvement à l'extérieur. Il vit la silhouette massive d'une tête et d'épaules passer devant la fenêtre, si proche qu'elle touchait presque le verre. Il cria, réveillant sa femme. Le bruit sur le toit continua, un poids lourd qui se déplaçait lentement au-dessus d'eux. Puis un bruit de succion ou de reniflement à l'extérieur, près de la cuisine. Monsieur Ramirez appela le numéro d'urgence du parc, mais la ligne sonna occupée. Le bruit sur le toit disparut brusquement, suivi d'un craquement sec et aigu provenant du bois à côté du camping-car. Quelques secondes plus tard, la porte de leur petit cabanon de rangement extérieur où ils gardaient la nourriture pour le barbecue et le matériel de camping fut arrachée de ses gonds, avec un bruit dévastateur. Le bruit s'estompa ensuite en une série de bruits de pas lourds et réguliers se dirigeant vers le camp voisin, celui des Henderson. Daniel Henderson, qui avait été réveillé par le bruit initial sur le camping-car des Ramirez, entendit une chose s'approcher de sa tente de remorque. Le bruit du déplacement dans l'obscurité s'arrêta juste à l'extérieur. Sa femme, Marie, était réveillée aussi, maintenant terrifiée. Leurs deux petits garçons gémissaient dans le coin de la tente. Daniel Henderson se souvint plus tard d'une odeur écœurante qui envahissait l'air, une odeur de chair rance, de déjection et de fourrure humide, puis un son. Ce n'était pas un cri ou un hurlement, mais un souffle lent, profond, qui venait de juste à côté de la paroi en toile de la tente. Quelque chose d'énorme qui prenait une longue, lente et silencieuse inspiration. Marie se mit à sangloter. Quelques secondes plus tard, un rugissement perçant, si fort qu'il fit vibrer l'aluminium de la remorque, déchira la nuit. Le rugissement était profond, guttural et selon Henderson, d'une douleur pure. Il venait de quelque part dans le camp, mais non pas directement d'à côté d'eux. Ce rugissement fut immédiatement suivi par les sirènes. Un train de marchandises d'Union Pacifique avait finalement atteint le tronçon, avait actionné son avertisseur à l'approche du parc de camping-car. Le rugissement s'arrêta net. Monsieur Ramirez, qui était finalement en ligne avec la police, regarda par la fenêtre. À travers la lueur vacillante du feu de camp d'un voisin, il vit une forme sombre, massive, bondir de la zone de l'attente et se diriger vers les voies ferrées. Elle était incroyablement rapide, une silhouette noire se déplaçant bas et rapidement à travers les emplacements, dépassant le train de marchandises qui s'approchait. La police est arrivée 20 minutes plus tard. Les Ramirez étaient sains et saufs, mais leur cabanon de rangement était en ruine. Des traces de griffes profondes, laissées dans le métal tordu. Le contenu du cabanon, principalement des sacs de nourriture, avait disparu. La famille Henderson était profondément traumatisée, mais intacte. Daniel Henderson raconta à la police l'odeur, le son et le souffle lent juste à l'extérieur de leur tente. La police retrouva des indices physiques dans l'herbe, près des emplacements, de grandes empreintes de pieds, presque entièrement effacées dans le sol sablonneux, mais certaines suffisamment intactes pour montrer la largeur et l'absence de voûtes plantaires pointant vers les voies ferrées. L'incident fut classé comme une rencontre avec de grands ours ou un grand félin, des pumas. Le rapport omettant l'odeur nauséabonde et la description du souffle, et la description physique d'entité qui était plutôt verticale et qui se déplaçait sur deux pattes. Un ours, de manière générale, ne se déplace que très 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 rarement sur deux pattes. Un puma, jamais. Un mois plus tard, la voie ferrée principale du parc de camping-car fut définitivement fermée et le parc fut
fermés et détruits. On disait que c'était en raison d'une baisse de fréquentation. Certains des résidents locaux qui utilisaient la voie ferrée pour se rendre au travail racontèrent que certains soirs, lorsque les convois de marchandises traversaient la zone la nuit, on pouvait entendre un bruit faible, mais lourd, à côté des rails. Des bruits de pas profonds et réguliers. Non pas le bruit du train lui-même, mais quelque chose de grand, de puissant, se déplaçant le long des rails. Alors, nous avons atteint notre conclusion. Et il est vrai que, chers amis, au terme de ce 17e épisode, une chose s'impose avec force. En fait, nous ne pouvons plus réellement parler d'un simple bestiaire de légende ou d'un catalogue de disparitions étranges lorsque l'on aborde la question du Sasquatch. Mais on doit plutôt aborder cela avec un système cohérent de signes où chaque cas, chaque trace, chaque témoignage vient s'emboîter dans un ensemble beaucoup plus vaste qu'il nous semblait au départ. Le Sasquatch, loin d'être un animal isolé ou la simple représentation d'une évolution d'un singe ou d'un Gigantopithecus, dans quelques forêts reculées où il aurait pu continuer à vivre et évoluer, apparaît au contraire comme l'une des clés d'entrée d'un monde qui touche à la fois à la biologie, à la physique des dimensions, donc à la physique quantique, à l'archéologie ancienne et à la réalité spirituelle la plus profonde. Les éléments que nous avons parcourus dans cet épisode, analyse ADN, hypothèse d'hybridation humaine, lien possible avec les Néphilim, convergence avec les ovnis, orbes lumineux, portails et altérations de l'environnement, montrent que le phénomène Missing 411 dans son ensemble, dans sa globalité, ne peut plus être réduit à des erreurs humaines ou à de simples accidents malheureux dans des montagnes ou des coins reculés. À travers les rocheuses du Montana, les Alpes suisses, les forêts de l'Oregon ou les abords du désert de Morave, le même schéma se répète. C'est un environnement qui se modifie subtilement, une présence qui se fait sentir, puis une intervention brève, ciblée, rapide, quasi invisible, comme on a pu le voir avec le cas de Dennis Martin, laissant derrière elle des empreintes impossibles, des rapports officiels lacunaires, mais aussi une tentative d'effacer les traces, mais aussi des familles sans réponse. Dans cette perspective, la vraie question n'est plus simplement « qu'est-ce que le Sasquatch ?» mais dans quel type de réalité vivons-nous pour que de tels êtres puissent interagir avec nous, puis disparaître sans laisser de traces. Si on accepte l'idée qu'une part de ces manifestations touche au spirituel, à des intelligences qui dépassent notre cadre matériel habituel, alors le dossier Missing 411 devient aussi un miroir de notre propre positionnement intérieur. Que croyons-nous vraiment ? À quoi sommes-nous prêts à faire face et avec quel ancrage spirituel abordons-nous ces zones d'ombre ? Cet épisode n'avait pas vocation à clore le sujet, bien au contraire, mais à poser une pierre supplémentaire sur ce chemin de convergence entre Sasquatch, disparition inexpliquée et dimension spirituelle. Cette dimension spirituelle dont nous verrons la suite avec l'analyse du monde spirituel en partie 2 la semaine prochaine, permettra d'aller plus loin, revenir sur la nature de ces entités, leur origine possible, leur lien avec les anciens récits bibliques, judaïques et islamiques, mais également une vision traditionnelle et surtout ce que cela implique pour notre manière de vivre, de croire et de nous protéger dans un monde où le voile entre les dimensions semble parfois si mince. En attendant, que chacun garde en tête que ces mystères ne sont pas là pour nous enfermer dans la peur, mais pour nous pousser à chercher, à comprendre, à discerner et à nous recentrer sur ce qui donne un sens véritable à notre existence. Moi, je l'ai dit à plein de reprises. Les questions que nous nous posons vers l'extérieur, c'est afin de réduire la zone d'ombre ou la zone de non-connaissance en ce qui nous concerne. Comprendre l'environnement ou l'écosystème qui est en face de nous permet de mieux nous connaître, de mieux comprendre d'où nous venons. Et si le Sasquatch et le phénomène Missing 411 combinés
dévoilent aujourd'hui les failles de notre vision purement matérialiste. Ils sont peut-être aussi une invitation à réapprendre, à regarder le monde avec des yeux spirituels, enracinés dans la lumière plutôt que fascinés par les ténèbres. Sur ce, chers amis, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Moi, j'ai vraiment apprécié le faire, comme d'habitude. J'espère que vous aurez eu un bon visionnage. Et puis, que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera l'analyse spirituelle partie 2. Prenez soin de vous. Bye.